quand on fera le débat, avant de démarrer le débat, on fera un tour de table pour se présenter quand tu auras fini ta première partie. Et puis ceux qui ne veulent pas être filmés nous le diront pour qu'on se réorganise autour de la table et que ça ne pose pas de soucis pour le montage. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ce film doit servir à quoi? C'est des images pour pouvoir pour envoyer aux militants qui sont en région et s'ils veulent éventuellement s'en resservir pour refaire des formations au niveau local. Voilà. Mais c'est à diffusion uniquement militante. Très bien. Donc je fais quand même gaffe à ne pas dire trop de bêtises. Donc 1897, 1917, 1947, 67, 87 et effectivement 2007 pour un peu voilà, tracer les grandes dates. Donc 1897, qu'est-ce que c'est? C'est l'année du premier congrès sioniste donc, qui est organisé à la fin du mois d'août à Bâle en Suisse. Le premier congrès sioniste qui va prendre deux décisions, enfin qui va prendre une décision d'importance ou acter une décision d'importance qui est celle d'un accord au sein du mouvement sioniste. Je vais revenir sur ce que c'est évidemment. Sur l'idée de la constitution d'un État des Juifs dans ce qui s'appelle la région Palestine. La Palestine, à l'époque, elle fait partie de l'Empire ottoman. On ne sait pas encore qu'elle va passer sous domination britannique. Et il faut savoir qu'à l'époque, en 1897, les rapports de force entre guillemets démographiques sur la Palestine, selon les historiens, voilà, on estime qu'il y a environ 5% de juifs en Palestine et 95% de non-juifs. Et donc décision est prise de constituer un État des juifs en Palestine, avec des résolutions qui sont votées, hein, c'est un congrès, c'est comme dans les congrès des partis politiques, et donc avec deux modes d'action, on va dire, ou deux décisions d'ampleur qui sont prises, qui est la première qui est d'organiser l'émigration de population juive depuis l'Europe vers la Palestine. On a même le terme colonisation qui est utilisé dans les résolutions. Donc quand ils disent on ne colonise pas, en fait c'est ce qu'ils disaient au départ. Voilà. Et le deuxième qui est de chercher des soutiens auprès des puissances occidentales pour venir à l'appui du projet de colonisation de la Palestine. Colonisation pourquoi? En raison des rapports de force démographiques, c'est-à-dire pour faire un État des Juifs là-bas, il va falloir amener du monde, vu qu'il y a une toute petite minorité de Juifs sur place qui ne sont pas des Juifs sionistes, c'est important de le souligner, et qui vivent à l'époque en harmonie avec les populations locales, musulmanes, chrétiennes, etc. Donc nécessité de faire se déplacer des gens. Et deuxième chose, nécessité d'avoir un appui ou des appuis de la part de pays occidentaux de poids, parce que c'est dans les débats du congressionniste, dans les débats autour du congressionniste, les gens sont assez lucides. Ils savent très bien qu'une entreprise comme celle-ci ne va pas nécessairement être accueillie à bras ouverts par les populations locales. Et parce que contrairement à la mythologie qui sera construite ensuite, la Palestine n'était pas une terre sans peuple. Il y avait une population qui habitait sur place depuis bien longtemps, et c'était pas non plus des Bédouins, même si j'ai rien contre les Bédouins, mais ça fait partie de la mythologie aussi, de dire les Palestiniens, la Palestine vivait au rythme du chameau, c'est ce qu'écrit Tom Segev, l'historien israélien, alors qu'à l'époque c'est une route commerciale importante, il y a des ports, il y a toutes ces choses-là, donc c'est pas une terre vide, quoi. Donc l'idée est d'organiser l'immigration et d'obtenir le soutien d'un ou plusieurs pays occidentaux. Le sionisme, qu'est-ce que c'est et ça vient d'où? Le sionisme, c'est un mouvement politique, et j'insiste bien là-dessus, politique, c'est pas un mouvement religieux,
Pas du tout. Les fondateurs du mouvement sioniste sont des laïcs, de même que les principaux dirigeants dans l'histoire du mouvement sioniste seront des laïcs. Aujourd'hui encore, la direction, alors de moins en moins, puisqu'il y a les religieux, entre guillemets, qui ont infiltré ou qui ont intégré l'appareil d'État israélien, mais dans l'histoire, ce sont très majoritairement des laïcs. Et aujourd'hui encore, je veux dire, un mec comme Netanyahou, je veux dire, la religion, il s'en fout complètement. Enfin, c'est pas son problème. Lui, c'est un politique. Voilà, il se situe dans l'histoire du sionisme. Donc, c'est un mouvement politique qui s'est développé dans la deuxième moitié du XIXe siècle en Europe orientale, en Europe de l'Est, en Russie, dans les régions périphériques à la Russie, en Europe centrale, etc., qui s'est développé comme une réaction à l'antisémitisme qui se développait aussi dans ces régions au XIXe siècle. Un antisémitisme bien réel, c'est-à-dire on est quand même à l'époque où les pogroms sont organisés, on est à l'époque, la fin du 19e, c'est l'affaire Dreyfus en France, etc. Donc il y a un antisémitisme bien réel, et finalement le sionisme va être une forme de réaction particulière à cet antisémitisme qui va, on va dire, déduire du développement de l'antisémitisme en Europe, notamment orientale, mais aussi en Europe de l'Ouest, qui va déduire du développement de cet antisémitisme l'impossibilité pour les populations juives de s'intégrer aux sociétés européennes. Il y a l'antisémitisme, ça signifie que les juifs ne peuvent pas s'intégrer dans les sociétés européennes, et donc la conséquence de ça, c'est de dire que les juifs doivent donc, pour vivre en sécurité, avoir leur propre État. Voilà, c'est ça le fondement du sionisme, et c'est un mouvement qui se situe, on va dire, dans le contexte de son époque. Et à trois niveaux. Le premier, c'est il y a l'antisémitisme, et le sionisme est une forme de réaction à l'antisémitisme. C'est pas la seule. Il y a d'autres formes de réaction à l'antisémitisme. Il y a des organisations politiques juives qui vont se constituer. Il y a des fronts avec des juifs et des non-juifs qui vont s'organiser pour lutter contre l'antisémitisme, etc. Le sionisme est une des formes de réaction, mais c'est une forme de réaction particulière, puisque c'est un mouvement qui préconise de fait la séparation. Donc dans son contexte par rapport à l'antisémitisme, dans son contexte par rapport au nationalisme, parce que la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est aussi le triomphe des idéologies nationalistes, notamment dans les régions en question, en Europe orientale et aussi petit à petit en Europe de l'Ouest. Je vous rappelle, je vous renvoie à des vieux cours d'histoire, mais l'unité allemande, l'unité italienne, etc., les nationalismes en Europe centrale, la décomposition de l'Empire austro-hongrois, etc., etc., c'est l'émergence des nationalismes européens dits modernes. Et le sionisme est une forme de nationalisme, et il se situe dans le cadre du développement des nationalismes européens. Mais c'est une forme de nationalisme aussi particulier, puisque c'est un nationalisme qui se double immédiatement, et c'est là où il est dans son contexte à un troisième niveau, qui se double du projet colonial. C'est-à-dire c'est un nationalisme qui se pense aussi comme un colonialisme, et c'est consubstantiel, on va dire, le nationalisme et le colonialisme dans le projet sioniste, parce qu'il faut partir. Il faut partir quelque part. Et je dis que c'est dans son contexte, c'est parce que le colonialisme, à l'époque aussi, c'est quelque chose qui est particulièrement valorisé dans les sociétés et les champs politiques européens. C'est pas un gros mot. C'est pour ça que quand dans les résolutions du Congrès sioniste, ils disent on va aller coloniser la Palestine, ça change personne. C'est plutôt un truc qui est à la mode. J'envoie au discours de Jules Ferry, par exemple, à l'Assemblée nationale en France. Jules Ferry n'a pas seulement rendu l'école laïque, machin, tout ça. Jules Ferry était un apôtre de la colonisation, expliquant le devoir des civilisations européennes d'aller civiliser, etc., etc. Donc ça se situe là-dedans. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que finalement, ces piliers du sionisme vont être quelque chose qui va être constant dans toute l'histoire de ce mouvement politique, et aujourd'hui encore. Cette idée, de la séparation,
la séparation, c'est-à-dire la séparation entre les juifs et les non-juifs. C'est la première chose. La deuxième chose, l'aspect nationaliste de la chose. Et le troisième, l'aspect colonial. Voilà, donc ça c'est 1897, décision est prise, et donc il va y avoir la mise en place de structures pour organiser donc le départ des Juifs depuis l'Europe, avec... Bon, je développe pas là-dessus parce que c'est pas essentiel ici, mais il faut bien comprendre que il y a une caractéristique de classe aussi de ce mouvement politique. C'est-à-dire que le sionisme répond à un antisémitisme bien réel, mais il répond surtout à un antisémitisme qui frappe une catégorie particulière de la population juive et qui est liée au développement politique et économique qui existe alors en Europe orientale dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'Europe orientale va être modernisée économiquement par la force, par les pays d'Europe occidentale. C'est-à-dire qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, etc., on passe assez rapidement, on passe progressivement, pardon, à ce qu'on va appeler le capitalisme industriel, les grandes entreprises, les grosses unités de production, etc. C'est à ce moment-là que ça va se développer. En Europe orientale, on reste très longtemps sur des petites unités de production. C'est beaucoup les petits commerçants, les petits marchands, etc. Et pour des raisons historiques, c'est les populations juives qui occupent ces positions sociales ces positions économiques dans les sociétés d'Europe orientale. Sauf que le capitalisme industriel va pénétrer de manière très brutale l'Europe orientale et va marginaliser économiquement tous ces petits marchands, petits commerçants qui n'arrivent pas à faire face au développement d'un capitalisme industriel et qui se retrouvent par centaines de milliers, par millions éjectés du système de production et qui se retrouvent sur les routes. Et qui se retrouvent sur les routes, façon de parler, c'est-à-dire ils sont éjectés du système de production et ils ont besoin de trouver un boulot, de se déplacer dans les pays dans lesquels ils ne trouvent pas de travail, et ils vont devenir rapidement une cible politique pour les régimes de ces pays-là. C'est les Juifs qui sont responsables de la crise économique, c'est les Juifs qui veulent piquer le boulot, c'est les Juifs qui ceci, qui cela. Il y a une base matérielle, entre guillemets, au développement de l'antisémitisme. Et c'est à ces catégories de la population que le mouvement sioniste va s'adresser et qu'il va progressivement regrouper. Les leaders du mouvement sioniste sont des gens qui sont issus de ce qu'on appellerait la petite bourgeoisie intellectuelle, etc. Le nom qui est très retenu, Théodore Herzl, voilà, c'est la petite bourgeoisie intellectuelle, il était journaliste, etc. Mais la base, on va dire, du mouvement sioniste, ça va être ces centaines de milliers, ces millions de juifs qui se retrouvent marginalisés politiquement et socialement et victimes de l'antisémitisme. Et donc, à partir de la fin du XIXe siècle, va se mettre en place un système d'organisation de l'immigration et de recherche de soutien occidentaux. Il faut savoir que le mouvement sioniste va chercher partout du soutien, auprès de l'Allemagne, auprès de la France, auprès de la Grande-Bretagne, auprès même de la Russie tsariste antisémite. Ça veut dire que ça n'a jamais été un problème pour les dirigeants du mouvement sioniste d'aller chercher des appuis auprès d'États et de gouvernements antisémites, bien au contraire. Puisque finalement c'est ce qui se passera de la partie du mouvement sioniste allemand après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est de dire, bon écoutez, on est au moins d'accord sur une chose, les Juifs doivent partir d'Allemagne. Voilà, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il va y avoir cette recherche ici, malheureusement. Il y a des lettres de l'organisation sioniste allemande de février 1933, lettres au chancelier Hitler, qui sont assez flippantes. Mais j'y reviendrai. Donc voilà, 1897, ça acte un peu, ça cristallise, on va dire, ce projet. 1917. 1917, qu'est-ce que c'est 1917, c'est le 2 novembre 1917, un moment assez important, qui est ce qu'on a retenu comme étant la déclaration de Balfour. La déclaration de Balfour du nom du ministre des Affaires étrangères du gouvernement britannique.
Qu'est-ce que c'est la déclaration Balfour? C'est un court texte, c'est une lettre écrite en fait par Balfour à Rothschild, qui est un des principaux dirigeants et grands argentiers du mouvement sioniste, dans lequel donc le ministre des Affaires étrangères britannique explique que le gouvernement de Sa Majesté apporte son soutien au projet d'établissement d'un foyer juif en Palestine. Voilà, et donc c'est une déclaration officielle, et c'est la première de soutien de la part d'un gouvernement occidental au mouvement et au projet sioniste. Pourquoi elle est importante, cette déclaration? Déjà pour cette raison-là, c'est un appui, on va dire, de poids pour le mouvement sioniste. C'est une reconnaissance, une légitimité qui est acquise par le mouvement sioniste. Et, deuxième élément, elle ne vient pas de n'importe qui. Elle vient du gouvernement britannique qui, quelques mois plus tôt, s'est mis d'accord avec le gouvernement français sur un partage du Moyen-Orient suite à l'effondrement prévisible de l'Empire ottoman. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, entre guillemets, a choisi le mauvais camp, en tout cas le camp des perdants, et les futurs vainqueurs se répartissent, on va dire, ce que vont être finalement les zones qui vont passer sous leur contrôle. C'est les accords dits Sykes-Picot, du nom britannique et français, de partage du Moyen-Orient, qui date de 1916, avec cette idée que la Palestine, dont le territoire n'est pas encore très bien défini, la Palestine sera sous contrôle britannique, les Français se réservant le Liban, la Syrie, etc. Mais donc c'est une grande puissance, et qui plus est la puissance qui va être amenée à être tutélaire, on va dire, sur la Palestine, qui apporte son soutien au mouvement sioniste pour l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Le mot État n'existe pas dans la déclaration de Balfour, c'est foyer juif. Mais c'est bien évidemment pris par la direction du mouvement sioniste comme étant un soutien au projet d'État. Et ça acte définitivement quelque chose qui jusqu'alors n'était pas forcément, on va dire, très clair et très évident pour tout le monde, que la destination sera bien la Palestine. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, étant donné que c'est des choses qui, même au début du XXe siècle, continuent à susciter, on va dire, discussion, c'est que le projet originel du mouvement sioniste, c'est l'établissement d'un État des Juifs quelque part. La Palestine, ça vient comme étant finalement une destination choisie parmi d'autres. Dans le mouvement sioniste, on a discuté de Madagascar, on a discuté de l'Argentine, on a discuté de l'Australie, on a discuté de plein de choses. Et la Palestine a été choisie pour des raisons symboliques et aussi pour des raisons politiques, puisque c'était un petit peu compliqué d'expliquer à des pays dont on voulait le soutien, qu'on allait s'établir dans leur propre colonie. Voilà, ça c'était pas forcément évident, alors que là, on parle de quelque chose qui est à l'époque sous responsabilité ottomane. Bref, donc 1917, c'est le soutien officiel des Britanniques. Pourquoi ce soutien? Il ne faut pas se tromper. Le soutien des Britanniques au mouvement sioniste n'est pas lié à une sensibilité particulière au sort des Juifs en Europe. Ça va être une constante de la part de tous les pays qui soutiendront l'entreprise sioniste puis l'État d'Israël. Ça n'a rien à voir avec les Juifs. Ça a à voir avec ce que les pays en question estiment être leurs intérêts dans la région. C'est ce que je disais au début sur la rencontre entre le mouvement sioniste d'un côté et les intérêts des pays impérialistes de l'autre. Pour le gouvernement britannique, l'idée est assez simple, c'est d'avoir, alors ils appellent ça un foyer, mais ils ont bien compris que ça serait plus que ça, c'est d'avoir dans une région qui, on va dire, n'est pas forcément très favorable à la tutelle britannique, d'avoir un noyau qui sera un allié dans la région et un point d'appui pour d'éventuelles luttes, combats, difficultés à venir. Vous avez des textes assez drôles ou pas drôles, mais notamment un texte du
gouverneur britannique de Jérusalem, je ne sais plus si c'est son titre exact, gouverneur britannique, mais bon, le représentant de la Grande-Bretagne à Jérusalem, qui au début des années 20, explique que l'État juif sera un petit Ulster loyaliste juif en plein milieu d'un océan arabe hostile. Donc qu'est-ce que c'est? Voilà, la référence à l'Ulster, donc à l'Irlande du Nord. Donc ils font référence à ça, de dire voilà, on aura comme une Irlande du Nord, loyaliste, mais juive, au milieu d'un océan arabe hostile. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pensé très clairement, et ça fait écho à ce que dit la direction du mouvement sioniste elle-même, puisque dans l'État des Juifs, qui est le livre un peu programme, on va dire, du mouvement sioniste, écrit par Theodor Herzl en 1898, vous avez la formule qui est « l'État juif sera un avant-poste de la civilisation contre la barbarie ». Voilà, George Bush n'a rien inventé, tout ça s'inscrit dans une longue histoire. Et donc finalement 1917, je vais passer à la suite, 1917 ça cristallise un peu ce que je vous disais au tout début, cette idée de rencontre. C'est-à-dire que d'un côté vous avez un mouvement politique qui se développe pour des raisons propres. C'est-à-dire le sionisme a sa propre logique, son propre agenda, ses propres objectifs. Et pendant très longtemps, et 1917 c'est symbolique, mais ça va mettre du temps encore, hein, mais pendant très longtemps, il est considéré comme, il est très marginal. Il est marginal, dans les communautés juives on les prend pour des fous, c'est-à-dire vous imaginez, vous vivez en Europe de l'Est et vous luttez contre l'antisémitisme et vous avez des types qui vous expliquent viens on va chez les Arabes, on va faire notre État, bon ça, ils passent pour des fous, les religieux sont très hostiles au mouvement sioniste, avec cette idée que, pour des raisons religieuses, avec l'idée que c'est pas les hommes qui doivent dire quand les juifs retournent en Palestine, c'est Dieu, un truc qui existe encore aujourd'hui, hein, où ils sont un peu, ceux qui sont encore sur cette ligne-là sont pas les plus open, quoi, on va dire, même si certains ont l'air de les considérer comme des alliés, bon, c'est un peu compliqué, on va dire. Voilà, mais ils sont très 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 minoritaires, très marginaux, et l'appui des Britanniques finalement, et cette rencontre va être quelque chose qui va considérablement les dynamiser et leur donner un poids politique de plus en plus fort. Et entre 1917 et donc l'autre date que j'avais retenue, 1947, vous allez avoir une accélération du phénomène de colonisation, vous allez avoir une accélération des troubles, comme on disait pour l'Irlande, que ça va créer sur place, et dès les années 20, en fait, vous avez les premiers affrontements armés, et pas que armés, mais les premiers affrontements entre la population palestinienne autochtone et les immigrants juifs, qui ont l'appui des Britanniques. Donc ça remonte très tôt, et j'insiste vraiment sur cette partie-là, parce que c'est celle qu'on connaît peut-être moins, mais c'est surtout celle qu'on oublie quand on discute. Le premier soulèvement palestinien massif, c'est 1936. Voilà, et c'est pas pour rien. Dire 1936, c'est 6 mois de grève générale. Dire pour qu'une population se mette en grève générale pendant 6 mois, c'est qu'il se passe un truc. Dire ici c'est difficile de faire la grève 2 jours de suite, donc vous imaginez 6 mois, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une population qui prend bien conscience qu'elle est victime d'une entreprise de dépossession, parce que qu'est-ce qui se passe dans les années 20 et dans les années 30? Vous avez un phénomène de rachat massif de terres par les différentes agences, et notamment l'agence juive, truc international, dans le but de les attribuer exclusivement à des juifs. C'est ça qui se développe dans les années 20, dans les années 30, et en gros comment ça fonctionne, c'est assez simple, c'est que les propriétaires des terres en Palestine ne sont pas des Palestiniens, ou alors exilés, enfin en vacances, quoi. Les propriétaires des terres en Palestine sont des grands aristocrates, des grands propriétaires terriens qui vivent en Irak, qui vivent en Syrie, qui vivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, et qui finalement voient ça comme des affaires immobilières, quoi. Donc ils vendent des terres à l'agence juive
ou aux immigrants juifs. Sauf que le problème, c'est que sur les terres, il y a des gens. Et que les populations locales, les populations palestiniennes qui exploitaient les terres, sont confrontées au problème de la volonté des colons d'avoir des terres qui ne sont occupées que par des juifs. Donc c'est-à-dire qu'on rachète la terre aux grands propriétaires terriens, on arrive et on dit aux gens qui sont dessus, bon bah c'est fini, vous devez partir. Et les populations n'ont pas grand-chose pour répondre à ça, d'autant plus que ceci se fait sous protection militaire britannique. Voilà, donc c'est doublement, on va dire, pas évident, d'autant plus que assez rapidement, la colonie sioniste s'arme elle aussi. Et donc on a des milices armées qui se développent dans les années 20 et dans les années 30. Les premiers affrontements sanglants, c'est 1929 à Hébron, avec voilà, des émeutes, des dizaines de morts, notamment chez les juifs, par ailleurs. Voilà, et le premier soulèvement massif, c'est 1936, 6 mois donc, de grève générale, et une guérilla qui va se mettre en place, et il va y avoir des affrontements jusqu'en 1939. Et donc l'écrasement du premier soulèvement de 1936 est un écrasement organisé conjointement par l'armée britannique, qui voit d'un très mauvais œil un soulèvement arabe qui pourrait faire des petits dans les régions d'à côté, quoi. On est quand même dans les débuts de ce qu'on a appelé par la suite la décolonisation, et les Palestiniens sont parmi les premiers dans les peuples, déjà, dans les peuples sous tutelle coloniale à se soulever de cette façon-là, conjoint donc de l'armée britannique et des milices sionistes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce soit pendant la grève ou que ce soit pendant, on va dire, la phase guérilla, affrontement armé, les colons sionistes vont jouer un rôle de supplétif de l'armée et du pouvoir britannique. C'est-à-dire en fournissant des travailleurs pour remplacer les grévistes. Voilà, c'est une vieille tradition qui existe un peu partout, mais voilà, les dockers d'Haïfa sont en grève, et on va casser la grève et on fournit des travailleurs juifs pour remplacer les Arabes qui sont en grève, et militairement en participant aussi à la destruction des cellules de guérilla palestiniennes. Et c'est important parce que c'est la démonstration en acte de ce qu'avait promis, on va dire, le mouvement sioniste aux Britanniques. On sera un point d'appui pour les intérêts britanniques dans la région. Et là, en l'occurrence, ils sont confrontés à un soulèvement massif de la population. Que fait le mouvement sioniste? Il fait le choix de l'Empire britannique. Ce qui est important, c'est-à-dire que quand on explique aujourd'hui, par exemple, que les Juifs qui se sont installés en Palestine, etc., l'ont fait parce que c'était leur terre et ils voulaient y vivre en harmonie avec leurs voisins, etc. À la première confrontation de libération nationale, on va dire, en 1936, ils font le choix de la puissance coloniale. Ce qui est quand même un truc assez intéressant et ce qui explique 2-3 choses dans les rapports que vont avoir ensuite les colons sionistes avec la population palestinienne locale. C'est-à-dire que quand la population palestinienne se soulève contre l'impérialisme, le mouvement sioniste fait le choix de l'impérialisme. Et se présente encore aujourd'hui comme un mouvement de libération nationale, par ailleurs, ce qui est quand même assez tordu quand on y pense. Donc, la déclaration de Balfour, l'appui des Britanniques, etc., ça donne un coup d'accélérateur. Et le deuxième coup d'accélérateur, entre guillemets, bien évidemment, c'est la montée du nazisme en Allemagne et ses différentes extensions dans les pays européens qui vont convaincre de plus en plus de juifs européens que finalement les sionistes avaient peut-être raison et qu'il serait bon de quitter l'Europe. Mais sachez que dans les années 30, au moment où il y a les grandes vagues d'immigration de juifs qui quittent l'Europe, la très grande majorité d'entre eux ne va pas en Palestine. Ils vont aux États-Unis, ils vont en Grande-Bretagne, ils vont, etc. Mais c'est très minoritaire, mais ça représente quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, étant donné ce dont on parle. Israël, c'est grand comme la Bretagne, quoi, donc il n'y a pas besoin d'énormément de gens
pour remplir, voilà. Mais disons que ça va légitimer encore un peu plus le mouvement sioniste et contribuer à accélérer finalement le processus de colonisation et d'installation des populations juives en Palestine. Ce qui nous amène à la troisième date, et rassurez-vous, je vais aller plus vite après, mais je pense que c'est des choses qu'on connaît beaucoup mieux, mais ce qui nous amène à la troisième date, qui est 1947, le 29 novembre. 1947, qu'est-ce que c'est? C'est le vote de la résolution 181 des Nations Unies qui acte le partage de la Palestine entre ce qu'ils appellent un État juif et un État arabe, sachant, enfin, faut le dire tout de suite, que à l'intérieur des frontières de ce qu'ils appellent l'État juif, il y a 40% de pas juifs, quoi. Voilà. Mais c'est pas l'essentiel pour l'instant, on va dire. Comment on en arrive à ce partage? On en arrive à ce partage parce que il y a eu de fait une émigration importante des populations juives en Palestine, et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on est à peu près à un rapport de force démographique qui est passé à 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers de juifs, 2 tiers de non-juifs. C'est lié aux vagues d'émigration des années 20 et à ce qui se rajoute dans les années 30 et surtout juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec plusieurs milliers de personnes qui arrivent. Et ça ne va pas, évidemment, sans créer un certain nombre de... Enfin, ça continue, on va dire, de créer une instabilité dans la zone palestinienne. Et les Britanniques sont dans une situation, dans le truc dans lequel ils aiment bien se mettre, les Britanniques, c'est ils ont promis aux uns et aux autres que tout le monde aurait sa part du truc. Et d'abord, c'était au mouvement sioniste, et puis ils ont aussi promis aux Arabes qu'ils auraient leur État, ils ont promis, enfin, etc. Ils freinent l'immigration juive dans les années 30 parce qu'ils voient bien que ça commence à poser problème. Et ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, c'est que le mouvement sioniste va se retourner contre son protecteur britannique. Ce qui est un phénomène assez classique par ailleurs dans l'histoire des colonisations de ce type-là. Vous avez des colons qui partent d'un pays ou d'une région avec plus ou moins l'appui et qui se reconnaissent comme étant des alliés, etc. Et puis à un moment, ils se retournent contre leur soutien en disant c'est bon, maintenant on prend notre indépendance et on file. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce qu'on appelait les 13 colonies britanniques, au bout d'un moment, sont entrées en guerre contre la Grande-Bretagne en revendiquant leur indépendance. C'est ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud. C'est ce qui s'est passé etc. C'est-à-dire des colons qui s'installent, qui sont protégés par la puissance tutélaire, et puis quand ils estiment que c'est bon, ils peuvent se gérer tout seuls, hop, ils disent à la puissance dehors. Et c'est ce qui va se passer avec les Britanniques juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un truc qui est bien raconté dans le film, la série de films La Promesse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on voit ce retournement finalement, et comment les milices sionistes, ou une partie d'entre elles en tout cas, rentrent en guerre contre l'armée britannique. Et vous avez notamment, c'est l'attentat du King David, donc le grand hôtel de Jérusalem, c'est en 1946. C'est pas un hasard. C'est-à-dire le King David, et des dizaines d'officiers et pas que d'ailleurs, mais aussi des civils britanniques qui meurent dans un attentat organisé par une des milices sionistes, celle dirigée par un futur Premier ministre israélien d'ailleurs, comme quoi on est tous le terroriste de quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, pour les Britanniques, finalement la situation devient ingérable et ils décident de s'en remettre à l'ONU et dire non, nous, on arrête, on ne peut pas gérer ça tout seul. Et c'est ça qui va expliquer comment on va aller petit à petit vers l'idée d'un plan de partage, avec autre chose qui rentre en jeu, c'est que on est dans l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale, on a la formation des blocs, le bloc soviétique, le bloc occidental, et chacun va aussi peser pour voir quels sont ses intérêts dans cette région. Et il ne faut jamais oublier le fait que les premiers qui soutiennent et qui reconnaissent la légitimité de l'existence de l'État, etc., d'Israël, c'est l'Union soviétique. L'Union soviétique qui pense
que le mouvement sioniste étant dominé par des gens qui se revendiquent du socialisme, que le futur État d'Israël sera un allié du bloc soviétique dans la région. Donc voilà, le partage est au carrefour de plein de choses. Il est au carrefour de l'évolution de la réalité sur le terrain, il est au carrefour de l'incapacité des Britanniques à gérer la merde qu'ils ont eux-mêmes créée, de fait, et des rivalités entre les différentes puissances. Donc le 29 novembre 1947, le plan de partage est adopté, avec cette idée que le 14 mai 1948, les Britanniques se retirent. Et il n'y a plus de mandat britannique, il se termine ce jour-là, le 15 mai, 14 mai, 15 mai, je ne sais plus, à vérifier, qu'il se retire, et à partir de là, il y aura deux États. Sauf que tout le monde a très bien compris au moment du partage, qui est refusé par tous les pays arabes et par les Palestiniens, qu'au moment où les Britanniques vont se retirer, ça va être la guerre, quoi. Voilà, tout le monde l'a très très bien compris, tout le monde se prépare à la guerre, et en réalité, la guerre se déclenche bien plus tôt que ce que l'histoire l'a retenu. C'est-à-dire que on dit que la guerre commence en 1948. En général, on dit c'est le 15 mai 1948, Israël déclare son indépendance, etc. Et du coup, les armées arabes entrent et tout. Entre le 29 novembre 1947 et le 14 mai 1948, il y a 400 000 Palestiniens qui sont expulsés à l'intérieur de la Palestine. 400 000 expulsions. C'est-à-dire la moitié de ceux qu'on appelle des réfugiés de 1948 ont été expulsés avant le début de la guerre. Ce qui dit quelque chose aussi. Et ça fait partie de ces petites choses qu'on a tendance à oublier, ou que certains voudraient nous faire oublier. C'est que les réfugiés palestiniens de 1948 ne sont pas des dommages collatéraux d'une guerre entre Israël et les États arabes. Les réfugiés palestiniens de 1948 sont des gens qui ont été expulsés par les milices sionistes, puis l'armée israélienne à partir de 1948, puisque ça devient un État, qui ont été expulsés dans le cadre d'un plan d'épuration ethnique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le partage est voté en novembre 1947, pour la direction du mouvement sioniste, ça signifie que l'idée d'un État juif est légitimée, est reconnue à l'échelle internationale, et que maintenant, il faut se donner les moyens que l'État juif soit sur le plus grand territoire possible. Voilà. Sauf qu'il rentre à ce moment-là dans la contradiction dans laquelle on est toujours aujourd'hui, qui est que si tu veux étendre tes frontières tout en étant un État juif, tu as deux solutions. Soit tu expulses les non-juifs, soit tu gardes les non-juifs à l'intérieur, mais ils n'ont pas de droit. Voilà, tout simplement. À partir du moment où le territoire n'est pas vide, si tu l'étends, et tu as un problème. Si tu veux faire un État des Juifs. Donc, entre 1947 et 1949, ce qui est choisi, entre guillemets, c'est l'expulsion. Et donc, ils expulsent, et donc ils étendent leur territoire petit à petit en expulsant les non-juifs de ce territoire. La guerre est déclenchée en mai 1948. Elle se termine officiellement au début de l'année 1949 avec des traités avec la Jordanie, l'Égypte, etc. Ce qui se passe entre 1947 et 1949, c'est quoi? C'est que, le nouvel État, donc l'État d'Israël, à qui on avait attribué 55% à peu près de la Palestine, s'étend sur 78% de la Palestine. Donc il a augmenté assez considérablement ses frontières par rapport à ce qui lui avait été attribué par l'ONU. Et dans le même temps, il expulse 800 000. À peu près, peut-être 900 000, c'est pas évident à savoir, mais il expulse 80% de la population palestinienne qui réside dans ces 78% de territoire. Et donc au terme de la guerre de 48-49, les Palestiniens, mais c'est pas les Palestiniens en fait, se retrouvent avec 22% de ce qu'était la Palestine. Et c'est là que naissent, et c'est important, je le dis là, que naissent, entre guillemets, la Cisjordanie et la bande de Gaza. La Cisjordanie et la bande de Gaza ne sont pas des entités géographiques ou politiques ou territoriales qui ont une histoire en tant que telle. La Cisjordanie et la bande de Gaza, ce sont les lignes d'armistice de 1949. Voilà, les lignes d'armistice de 1949. Souvent on dit frontières de 67. C'est pas les frontières.
Voilà, et c'est pas 67. C'est les lignes d'armistice de 49. C'est ce sur quoi l'État d'Israël, la Jordanie, l'Égypte, les autres se mettent d'accord en 1949. Et ce sont des lignes d'armistice, ce qui veut dire que, y a des gens qui habitent des deux côtés. Il y a des Palestiniens qui habitent des deux côtés. Et ce ne sont pas des entités qui ont une histoire, une viabilité, voilà, c'est des lignes. Ça crée des zones, et un truc comme la bande de Gaza, par exemple. Les gens se demandent aujourd'hui, mais la bande de Gaza, mais c'est pas viable, etc. Oui, c'est des lignes d'armistice, et dedans, il n'y a que des réfugiés. La bande de Gaza, ça existe comme produit d'une guerre. Ça n'existe pas comme histoire d'un peuple. Voilà, qui serait le peuple de Gaza, quoi. Non, c'est le produit d'une guerre. Et c'est on va dire, le lieu où se retrouve toute une partie de ceux qui ont perdu la guerre. Voilà, on ne comprend pas Gaza si on n'a pas ça à l'esprit. Et donc, voilà, 1947 se termine, entre guillemets, le cycle de 47 se termine par 49, avec cette guerre, ces lignes d'armistice, et une Cisjordanie qui est annexée par la Jordanie, et une bande de Gaza qui est administrée par l'Égypte. Et donc, bon, mais ça, on y reviendra cet après-midi, vous n'avez pas d'entité palestinienne autonome après la guerre de 1949. La Cisjordanie, c'est la Jordanie, et Gaza, c'est sous responsabilité égyptienne. Ils vont tolérer 2-3 trucs, mais ça sera pour cet après-midi sur le mouvement national. Donc 1947, c'est une date importante, puisque c'est la création de fait et l'établissement de l'État des Juifs, un établissement qui n'est rendu possible que par l'expulsion. L'État d'Israël n'aurait pas pu exister comme État des Juifs sur 78% de la Palestine s'il n'avait pas expulsé 800 000 personnes. C'est important d'avoir ça en tête, parce que quand on discute aujourd'hui de comment on pourrait régler le conflit, machin, mais vous remettez en question la légitimité de l'État d'Israël, le problème n'est pas de remettre en question la légitimité de l'État d'Israël. Le problème est de dire l'État d'Israël s'est construit et n'a pu exister que par un crime de masse. Donc, réparer ce crime de masse pose la question de l'État d'Israël et de son existence, vu qu'il n'existe que par ce crime de masse. C'est dans ce sens-là que ça se passe, c'est pas dans l'autre sens. Et s'il y a des réfugiés, et je finis avec 47 là-dessus, ça fait partie aussi des arguments, entre guillemets, à toujours avoir à l'esprit. On n'est pas réfugié parce qu'on est parti de chez soi. On est réfugié parce qu'on ne peut pas y revenir. C'est important. C'est-à-dire que quelles que soient les raisons pour lesquelles les Palestiniens sont partis entre 47 et 49, vous avez tout ce fantasme de les radios arabes qui disaient aux gens quitter les villages, en fait c'est pas la faute des Israéliens, c'est à cause des Arabes, si les Arabes sont partis, machin, ils n'ont pas tous été expulsés manu militari, il y en a juste, ils sont partis, blabla. À la limite, on s'en fout. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus le droit de rentrer. Qu'à partir de 49, il y a un verrou qui s'est mis. Si t'es parti, c'est fini. Tu peux plus revenir. Voilà, il y a un effet de cliquet, quoi. Ça marche que dans un sens. Si t'es parti, tu ne peux plus revenir. C'est ça qui fait que t'es réfugié. Parce que si t'es parti et que tu peux revenir, parce que les conditions sont réunies pour, bon bah t'es plus réfugié. Sauf que, non, à partir de là, et c'est ce double, on va dire, élément qui est essentiel sur 40. L'État des Juifs ne naît que par la force et par l'expulsion, et la majorité de la population palestinienne se retrouve en exil. Et ça, c'est des coordonnées essentielles aujourd'hui encore. Pour la fin, parce que vous allez voir que je vais aller beaucoup plus vite sur la fin, 1967. Bon, il se passe des trucs entre chacune des dates que je vous donne. Évidemment, on ne fait pas de l'histoire bataille, quoi, mais je pense que c'est important d'avoir ces jalons-là. Il se passe des trucs. En 56, à Gaza, c'est absolument horrible. Sous la direction du général Sharon, on nettoie, etc. Bon, il se passe des choses, plein de choses. 1967. Pourquoi c'est une date essentielle? Parce que 1967, ça va être le moment où Israël va essayer de, entre guillemets, finir le boulot qui avait été commencé en 1947.
1967, c'est donc juin 1967 qu'on a retenu comme étant la guerre des 6 jours, où en 6 jours, effectivement, l'État d'Israël met une raclée monumentale aux armées arabes coalisées autour. Alors c'est pareil, il y a des grands débats, même s'ils sont quand même assez tranchés par les historiens, y compris israéliens, sur c'est la faute à qui, la guerre de 67, qui a tiré le premier, est-ce que c'est les Égyptiens, est-ce que machin, est-ce que c'est Israël? À la limite, c'est pareil. Moi, je vous dis, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat de la guerre de 67, qui est présenté par Israël comme étant une guerre défensive. C'est important. Donc, après cette guerre défensive, l'État d'Israël a quadruplé sa superficie, ce qui est une façon comme une autre de se défendre. Mais bon, ça la fout mal avec les voisins quand même, d'aller leur piquer leur terre. L'État d'Israël quadruple sa superficie. Alors le chiffre peut paraître impressionnant, mais c'est parce qu'il y a le Sinaï en fait. Mais l'État d'Israël quadruple sa superficie avec le Sinaï, avec le Golan, c'est à cette époque-là que le Golan syrien est conquis, et avec la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ce qui est essentiel, je ne viens pas sur le détail de la guerre de 67, mais on en reparlera tout à l'heure. Ce qui est essentiel, c'est de se dire, l'État d'Israël gagne militairement la guerre de 67. Et gagne territorialement. Il conquiert 100% de la Palestine. Donc quelque part, ça y est. Sauf qu'il y a un problème. C'est qu'il ne se passe pas la même chose qu'en 47, 48, 49. Qu'est-ce qui se passe en 67? Les Palestiniens ne partent pas. Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ne partent pas. Enfin, beaucoup moins qu'en 1947. 47, c'est 80% de la population qui part. 67, on estime que c'est moins de 20%. Et la plupart, en plus, sont des déplacés des territoires palestiniens. Ils ne partent pas comme les autres, fort de l'expérience de ce qui s'est passé en 47-48. Parce que bon, les vieux palestiniens, ils te racontent ça, et les livres d'histoire aussi. En 47-48, ils sont partis en pensant qu'ils allaient revenir très vite. Ils sont partis avec la clé de la maison. Voilà. Et bien en 67, 20 ans plus tard, tout le monde sait qu'ils ne sont pas rentrés. Donc en 67, les gens partent pas, ils restent. Et donc l'État d'Israël se retrouve confronté à son dilemme, entre guillemets, depuis qu'il n'arrive toujours pas à gérer aujourd'hui, et dans lequel il est coincé. Bon, mais on en reparlera, et pour lequel il n'a pas énormément de solutions. C'est qu'à partir de 1967, l'État d'Israël contrôle 100% de la Palestine. Il n'y a pas de problème. Sauf que dans les 100% de la Palestine, il y a 40-45% de non-juifs. Et donc la prétention de l'État d'Israël à être un État juif et démocratique est remise en question par cette réalité de terrain. Ils ont gagné militairement, mais ils n'ont pas gagné politiquement sur, disons, le projet d'expulsion. Et donc on est dans cette situation de l'État d'Israël, à partir de 67, doit, entre guillemets, choisir. Soit il est un État juif, soit il est un État démocratique. Mais il ne peut pas être les deux. Voilà. Parce que s'il est démocratique, il y aura quasiment la moitié des gens qui ne sont pas des juifs, donc il ne pourra pas dire que c'est un État des juifs. Et s'il est État des juifs, eh ben, il n'est pas démocratique parce qu'il ne donne pas de droit à presque la moitié de la population. Et donc il y a deux possibilités dans ces cas-là. L'expulsion de tout le monde, mais là ça ne fonctionne pas. Ou l'apartheid. Voilà. Ce qui ne règle pas le problème de juifs et démocratiques. À partir de ça, apartheid. Donc on nie l'existence d'une population qui aurait des droits, et donc on l'administre directement de manière militaire. Donc à partir de juin 1967, la Cisjordanie, la bande de Gaza, qui était donc, je rappelle, la Jordanie, l'Égypte, passe sous administration directe israélienne. Sauf que elles ne sont pas considérées comme faisant partie de l'État d'Israël. Parce que sinon il faudrait leur donner des droits aux Palestiniens. Donc sont créés des statuts spéciaux. On appelle ça, dans les textes, ils appellent ça la région. Voilà, la Cisjordanie, la bande de Gaza, ça s'appelle la région. Bon, c'est assez étrange. Et donc, à partir de 67, administration militaire et colonisation des territoires conquis. Ça commence dès la fin des années 60. Au milieu des années 70, ça s'accélère. À partir de 77, avec l'arrivée du Likoud au pouvoir, ça devient très rapide.
Sauf que ce qui se passe, mais ça je ne développe pas parce que ça sera l'objet de cet après-midi, c'est que bien évidemment, la population palestinienne qui réside en Cisjordanie et à Gaza ne se laisse pas, entre guillemets, faire, quoi. Parce que ce qui se met en place comme régime, c'est intéressant. Tous les régimes militaires ont leur spécificité, etc. Le régime israélien est particulièrement intéressant à étudier. On gouverne à partir d'ordre militaire. Gouverner à partir d'ordre militaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on publie des textes, des décrets, des machins, qui organisent la vie quotidienne de la population de la zone qu'on gère. Parce qu'on ne peut pas utiliser ses propres lois. Parce qu'utiliser ses propres lois, ça serait reconnaître que la population qui vit là est sujette et donc citoyenne. Donc on crée des lois d'exception pour ces populations-là. Et entre juin 1967 et 1993, il y a à peu près 2500 ordres militaires qui sont émis par l'administration israélienne pour la gestion de la vie quotidienne des Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem, avant que Jérusalem soit officiellement annexée. Ces ordres militaires, ils concernent absolument tous les domaines de la vie. Alors bien évidemment, les premiers ordres militaires touchent à l'essentiel, c'est-à-dire aux questions économiques et territoriales. Voilà, on annexe de fait des terres en disant voilà, ça devient une zone militaire, ça ceci, ça cela, de l'eau. On s'occupe aussi de fermer toutes les banques, ça c'est important. Ils ferment toutes les banques et toute l'économie peut passer sous le contrôle israélien, etc., etc. Mais toute la vie quotidienne est régie par des ordres militaires, avec notamment dans le domaine de la répression politique, des ordres militaires qui mieux, enfin c'est assez impressionnant. Moi j'ai beaucoup travaillé dessus et vous tombez sur des trucs complètement fous, sur interdit de se rassembler à plus de 10 personnes, sauf si vous faites une déclaration préalable auprès des autorités et que vous donnez les noms des gens qui vont se rassembler. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Voilà, vous avez un ordre militaire qui est à destination des artistes palestiniens, qui interdit aux artistes peintres palestiniens de peindre un tableau où il y a les 4 couleurs du drapeau palestinien, donc blanc, rouge, noir et vert. Ou même si vous peignez une voiture, s'il y a les 4 couleurs du drapeau palestinien dessus, c'est considéré comme étant un truc séditieux, nationaliste, et ça tombe sous la censure militaire. Vous avez des ordres militaires qui concernent les publications qui sont autorisées à être imprimées ou à entrer dans les territoires palestiniens. Et vous avez notamment interdiction de faire entrer ou d'imprimer les résolutions des Nations Unies qui concernent la Palestine. C'est véridique. Voilà. Et donc vous avez toute une batterie d'ordres militaires comme ça qui vont organiser, structurer la vie des Palestiniens. Vous avez des trucs sur le type et le nombre de plantes décoratives que vous pouvez avoir chez vous. Enfin, c'est complètement fou. Les heures à laquelles vous pouvez transporter des marchandises à dos d'âne. Enfin, c'est complètement délirant, sauf que ça organise absolument toute la vie des gens. Et j'insiste là-dessus, c'est parce que quand je vous disais au début l'occupation, c'est pas juste la présence militaire, l'armée, etc. L'occupation, c'est tout. C'est absolument tout. Tout est ficelé, verrouillé, organisé par l'administration israélienne. Mais bon, je ne rentre pas dans le détail, on pourra... À peu près 2500 ordres militaires. Mais sachant qu'il y en a toute une partie qui sont abrogés, remplacés, etc. Ceux que je vous donne là, les exemples, là, ils n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, en Cisjordanie, les ordres militaires sont toujours en vigueur. C'est toujours sous le régime de l'administration militaire israélienne. La Cisjordanie, toute la Cisjordanie. Gaza, c'est plus le cas. Ils se sont retirés, ils ont dit entité hostile, etc. Mais les ordres militaires sont toujours en vigueur en Cisjordanie. Donc, ce que ça va susciter, c'est petit à petit l'organisation de la défiance puis de la résistance à l'occupation israélienne et le développement d'un nationalisme palestinien de l'intérieur. Mais ça sera pour le deuxième exposé sur le mouvement national. Développement d'un nationalisme palestinien de l'intérieur qui va déboucher, donc, on a continué avec les 7, sur 1987, et donc un soulèvement de l'ensemble de la population. Donc c'est décembre 1987, le début de ce qu'on a appelé la première intifada, soulèvement de l'ensemble de la population contre l'occupation israélienne. Je ne rentre pas dans le détail de l'intifada, c'est pareil, on en parlera tout à l'heure. Ce qui est important à se dire, c'est que
47, c'est la création de l'État juif et l'expulsion. 67, c'est l'entrée dans la contradiction État juif et démocratique, on ne peut pas être les deux en même temps. 1987, c'est l'explosion de cette contradiction aux yeux du monde entier. C'est-à-dire que la population palestinienne fait savoir qu'elle vit sous un régime, alors les gens le savaient, mais qu'elle vit sous un régime d'occupation et que c'est intolérable et que ça ne pourra pas se perpétuer pendant encore des années, des décennies. Et donc ça va contribuer, 1987, à changer en partie l'approche israélienne de la gestion de la contradiction sur l'État juif et démocratique. C'est-à-dire qu'à partir de 87, Israël ne peut plus se présenter comme un État démocratique. Voilà, tout le monde a bien compris. Il y a des centaines de milliers de gens dans les rues, des gamins qui jettent des pierres sur des tanks, etc. Une répression assez terrible, hein, organisée par le général Rabin, là, vous savez, celui qu'on nous fait passer comme un grand ami de la paix. Voilà, c'est le général Rabin, hein, qui ordonne à la télévision israélienne, aux soldats israéliens, de briser les os des lanceurs de pierre, de les briser à coups de pierre. Hein, voilà, c'est ça l'ordre qu'il donne à la télévision, et les soldats le feront. Hein, il y a des images voilà, qui sont restées dans les mémoires palestiniennes. Donc, j'aime autant vous dire que quand Rabin a eu le prix Nobel de la paix, il y a quelques-uns qui ont un peu grincé des dents quand même. Enfin bref, et donc tout ça crée une situation dans laquelle l'État d'Israël est obligé de changer de mode de gestion. Et c'est ce qui va déboucher, mais c'est pareil, ça sera plutôt pour cet après-midi, ce qui va déboucher sur les accords dits d'Oslo. Les accords d'Oslo qui, au départ, l'État d'Israël ne veut pas négocier avec les Palestiniens, ou veut gérer le truc, on va dire, tout seul et à sa façon. Les accords d'Oslo surviennent parce que, j'en reviens à ce que je disais au début sur la trajectoire de l'impérialisme et la trajectoire du sionisme, c'est qu'il est indispensable pour les pays occidentaux, États-Unis en tête, que la situation se calme et se stabilise. Et ce sont les États-Unis qui imposent à l'État d'Israël d'aller négocier avec les Palestiniens et qui imposent à l'État d'Israël d'arriver à un accord formel avec la direction palestinienne. Il faut avoir ça à l'esprit quand on discute aujourd'hui toujours de les liens entre les États-Unis, Israël, le sionisme, l'impérialisme, etc. et le poids que peuvent avoir les pays occidentaux sur l'État d'Israël. Il y a tout un truc, bon mais c'est pareil, je ne développe pas, on en discutera, mais il y a tout un truc qui ressort tout le temps sur le thème, c'est l'État d'Israël qui fait la politique étrangère des États-Unis, c'est l'État d'Israël qui fait la politique étrangère de la France, c'est l'État d'Israël qui fait... Non. Ce sont les États-Unis qui font la politique étrangère des États-Unis. Et quand, au début des années 90, avec l'écroulement de l'URSS, etc., les États-Unis décident qu'ils vont devenir hégémoniques au Moyen-Orient, les États-Unis savent que ça passe par une stabilisation de la situation entre Israël et les Palestiniens. Et les États-Unis imposent à l'État d'Israël de parvenir à un accord, même s'il est défavorable aux Palestiniens, de parvenir à un accord. Et comment ils font? C'est très simple. Ils disent, on ne se porte pas garant de vos prochains emprunts auprès des banques internationales. Voilà, c'est tout. Et avec ça, ils font tomber un gouvernement. En ne se portant pas garant des emprunts israéliens, c'est même pas, ils ne leur donnent pas les sous, ils ne se portent pas garant sur les emprunts. Et ça a suffi à faire tomber un gouvernement en Israël et à contraindre les Israéliens à aller négocier. Quand on parle de qui a du poids sur qui domine qui, etc., il faut toujours avoir ce truc-là à l'esprit. C'est pas difficile pour les États-Unis d'Amérique de faire canner l'État d'Israël. Ils ont toutes les armes qu'il faut pour ça. Et les accords d'Oslo, qu'est-ce que ça va donner, on va dire, si je reste dans les dynamiques que je décris depuis le début, c'est que les accords d'Oslo vont être, pour l'État d'Israël, le moyen de résoudre en apparence la contradiction de l'État juif et démocratique. Puisque les accords d'Oslo, ce qu'ils vont créer, c'est une situation dans laquelle l'État d'Israël se retire formellement des zones palestiniennes les plus densément peuplées. C'est-à-dire, elles ne sont plus sous sa responsabilité. C'est confié à ce qui va s'appeler l'autorité palestinienne. Donc, formellement, ce ne sont plus des zones occupées par l'État d'Israël. Donc, l'État d'Israël n'est plus responsable des populations qui sont dedans. Et donc, les populations qui sont dedans n'ont rien à revendiquer auprès de l'État d'Israël. Si elles ont un problème, il faut qu'elles s'adressent à leur propre autorité, à leur propre gouvernement. C'est plus Israël
qui s'en occupe. Ça permet quoi, ça, à l'État d'Israël? Ça permet d'occuper toujours l'essentiel de la Palestine, directement, tout en prétendant que ça demeure l'État des Juifs et que les populations non juives, finalement, n'ont pas de droit à revendiquer dans l'État d'Israël, puisqu'elles sont amenées à avoir leur propre État. Et donc, les accords d'Oslo, c'est un moyen pour Israël d'essayer de résoudre cette contradiction entre la conquête territoriale et le refus de reconnaître les droits des populations qui sont dans les territoires conquis. On garde l'essentiel des territoires qu'on a conquis en 67, puisque la Cisjordanie, Gaza, je vous disais, ça fait 22% de la Palestine. Ce qui va être vraiment confié aux Palestiniens dans le cadre de l'autorité palestinienne, c'est 18% des 22%. Donc ça fait 5%. Ce qui veut dire que l'État d'Israël garde le contrôle direct sur 95% de la Palestine. Et dans les 5% qui restent, il y a quasiment tous les Palestiniens. Et donc, enfin, les Palestiniens en comptant pas ceux qui vivent en Israël, évidemment. Mais il y a quasiment tous les Palestiniens. Dans la bande de Gaza, aujourd'hui c'est 1 800 000 habitants, ça veut dire que c'est quasiment 40% de la population palestinienne qui n'est ni en exil ni en Israël. Et ça fait 360 km². Voilà, 360 km², c'est minuscule. Ils s'en foutent complètement de la bande de Gaza d'un point de vue territorial, les Israéliens. Il n'y a rien de toute façon à Gaza. Rabin avait dit un jour à la Knesset, cette nuit j'ai fait un rêve, la bande de Gaza était tombée dans la mer. Voilà, phénomène de la paix. Et donc les accords d'Oslo permettent ça. Les accords d'Oslo permettent à l'État d'Israël de continuer à contrôler, de continuer à coloniser, de continuer à maintenir finalement son emprise territoriale et d'étendre finalement les limites de l'État des Juifs en implantant des populations dessus, tout en se lavant les mains du sort des populations palestiniennes et donc des non-juifs, puisque, ah non, ils ne sont plus chez nous. C'est pas nous qui administrons ces zones que nous occupions autrefois, mais que nous n'occupons plus. Et donc, on va discuter après quoi. Ce que va produire, on va dire, l'intifada de 1987, c'est un résultat paradoxal. C'est que d'un côté, au niveau international, ça donne une légitimité forte à la question palestinienne. Ça s'était développé dans les années 70 et 80, mais on y reviendra cet après-midi. Il y avait, il y avait une pression très forte qui était exercée sur les Palestiniens autour du thème de vous n'êtes pas pour la paix, vous êtes pour la lutte armée, vous faites des terrorismes, etc., les attentats de Munich, les avions détournés, etc., etc. 87, c'est l'affirmation disant pour imposer à l'État d'Israël que les Palestiniens aient leurs droits réellement satisfaits. Donc l'État d'Israël est quand même en position de force et a donc la possibilité de s'en sortir gagnant malgré le fait que la population se soit soulevée. Et finalement, la façon dont ils vont s'en sortir en étant vainqueurs, c'est par la cantonisation de la Palestine et par la création de ces petites zones qu'ils disent ne plus avoir à gérer et qui ne les empêchent pas de continuer à étendre leur emprise là-dessus, enfin sur les zones, voilà, et finalement de contrôler indirectement ces zones. Parce que, voilà, bon, on y reviendra aussi cet après-midi, la cooptation du mouvement national palestinien au sein de cette structure qui s'appelle Autorité palestinienne, c'est l'enterrement du nationalisme palestinien moderne, hein, pour le dire clairement. Et donc le développement dans les années 90 et 2000, ça j'y reviendrai cet après-midi, mais je vais conclure par 2007. 2007 parce que c'est une date qui marque finalement la période dans laquelle on est toujours aujourd'hui. Le dispositif d'Oslo va pas fonctionner très longtemps, on va dire, parce qu'au bout d'un moment, dire à une population le seul moyen que vous avez que vos droits soient satisfaits, c'est de renoncer au préalable à vos droits. Bon, ça marche 5 minutes, mais ça peut pas durer des années. Et donc en septembre 2000, la population palestinienne se soulève à nouveau, mais je développe pas. La population palestinienne se soulève à nouveau, ce qui témoigne de la fragilité, voire de l'impossibilité du processus d'Oslo, puisque c'est contre Oslo que la population se soulève. Et l'année 2007, pour moi, est particulièrement importante,
parce que la dernière tentative de restaurer par la force le processus d'Oslo et l'échec de la restauration par la force du processus d'Oslo. Puisque qu'est-ce qui se passe? Une année avant, en 2006, des élections législatives sont organisées. Des élections législatives sont organisées dans les territoires palestiniens, des élections législatives qui n'existent que parce qu'il y a les accords d'Oslo. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des élections législatives, il faut qu'il y ait un parlement. Pour qu'il y ait un parlement, il faut l'idée qu'il y a des institutions palestiniennes souveraines. Les institutions palestiniennes souveraines, vous pouvez mettre 72 guillemets à souveraines, ont été créées par les accords d'Oslo. Donc elles n'existent que parce qu'il y a les accords d'Oslo. Et en 2006, qui gagne les élections législatives? Un courant politique qui s'est construit contre les accords d'Oslo. Ce qui n'est pas le moindre des paradoxes pour le processus d'Oslo et pour le courant politique en question. Mais ça, on y reviendra cet après-midi aussi. Mais c'est-à-dire que, autant septembre 2000, le soulèvement, c'était l'expression, on va dire, dans la rue de l'impossibilité de stabiliser la situation par le processus d'Oslo, autant 2006, j'insiste 2006, même si la date clé pour moi est 2007, autant 2006 est l'expression dans les institutions d'Oslo elles-mêmes de l'impossibilité du processus d'Oslo. Ce qui permet de comprendre cette contradiction-là, pourquoi on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et pourquoi le processus d'Oslo, qui aurait dû être mort depuis bien longtemps, continue de bouger. C'est que ceux qui étaient les plus opposés politiquement à Oslo se sont retrouvés à légitimer par leur victoire le processus d'Oslo. Et donc en 2006, ils gagnent les élections, en janvier 2006. S'organise un blocus international contre les institutions nouvellement élues, puisque je rappelle que l'Union européenne qui organise, j'ai vu ça encore en décembre à Birzeit, qui organise des ateliers, des training courses, comme ils disent, sur la démocratie. Ils font ça dans les facs palestiniennes. L'Union européenne, suite aux élections démocratiques de 2006, a dit bon bah vous on vous parle plus parce que vous n'avez pas voté pour les bons quoi. Donc voilà, mais ils donnent des cours de démocratie dans les universités palestiniennes. Et donc l'Union européenne organise le blocus économique, les pays arabes aussi, etc., les États-Unis, tout le monde. Ça ne suffit pas à faire tomber le gouvernement palestinien, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif est d'empêcher qu'il y ait un gouvernement hostile qui prenne le contrôle des structures d'Oslo. Et comme tout ça ne suffit pas, on arrive à 2007. Et 2007, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisation d'un putsch, ou la tentative d'organisation d'un putsch contre les institutions palestiniennes élues par la population. C'est-à-dire qu'à l'été 2007, on va avoir l'organisation par, de manière conjointe, une partie de l'ancienne direction de l'autorité palestinienne, les États-Unis, Israël, l'Égypte et les Jordaniens. Donc vraiment c'est le quintet des amis des Palestiniens, tout ça quoi. L'organisation d'une tentative de renversement militaire des institutions palestiniennes élues. Ça se passe à Gaza à l'été 2007. C'est ce qu'on a appelé le putsch du Hamas. C'est resté comme ça dans les mémoires. C'est-à-dire les types gagnent les élections, ils sont au gouvernement et ils font un putsch contre eux. Non, on ne fait pas des putschs contre soi-même, en fait, quand on est le gouvernement, ça n'existe pas. Donc le putsch est organisé, pris en charge par une partie de la direction du Fatah, avec l'appui des États-Unis, d'Israël, de l'Égypte et de la Jordanie. Sauf que le putsch échoue, mais ce qu'on a souvent oublié, c'est que le putsch a échoué à Gaza. Mais le putsch n'a pas échoué en Cisjordanie, à Ramallah. C'est-à-dire que depuis 2007, la direction palestinienne de Ramallah est une direction putschiste. C'est-à-dire qu'ils ont perdu les élections, mais ils ont repris le pouvoir par le fait qu'ils sont soutenus et reconnus par les différentes entités dont j'ai parlé auparavant. On pourra revenir dans le détail dans la discussion sur cet épisode particulier, mais disons que ce qui est essentiel d'avoir à l'esprit, c'est qu'il matérialise
de manière particulièrement marquée, finalement, l'entrée dans la période dans laquelle on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une période où le processus d'Oslo est mort et tout le monde le sait. Voilà, tout le monde sait que le processus d'Oslo est mort et enterré. C'est terminé, il n'y a plus personne qui dit, même aux États-Unis, dans l'Union européenne, etc., plus personne ne dit il faut en revenir au terme des accords d'Oslo, etc. Le processus d'Oslo est mort. Les institutions d'Oslo sont mortes, en réalité. Elles ne fonctionnent pas. Le Parlement ne se réunit pas. Ou alors, vaguement, de loin, mais entre ceux qui sont en tôle, ceux qui sont à Gaza, la vidéoconférence qui ne marche pas, les mecs qui ne peuvent pas sortir de chez eux, etc. Bon, les institutions d'Oslo ne fonctionnent pas. Le président palestinien n'est plus élu depuis 2009. Quand même, ça commence à faire long. Bon, voilà, il y a tout ça. Le gouvernement non plus, enfin, je veux dire, le Parlement, aujourd'hui, il n'a plus de mandat non plus. Donc, voilà. Tout ça est totalement artificiel, rien ne fonctionne, économiquement ça ne fonctionne pas, politiquement ça ne fonctionne pas, etc. Mais tout le monde fait semblant de ne rien voir. Voilà, l'air de rien, tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Entre Mahmoud Abbas qui va à l'ONU pour dire il faut reconnaître l'État palestinien, on dit oui si tu veux, mais en fait il n'y en a pas quoi. Entre ça, entre Fatah et Hamas, qui se tirent la bourre pour savoir qui va contrôler ces institutions qui ne fonctionnent pas et qui de temps en temps font vaguement un accord d'union nationale où on sait très bien que ça va durer une semaine parce que de toute façon te mettre d'accord pour contrôler des institutions qui ne fonctionnent pas assez rapidement en fait ça fait que tu peux rien faire quoi. Voilà, et donc on est dans cette situation là où finalement, et je conclue avec ça, la période dans laquelle on est aujourd'hui, c'est toute cette histoire-là, j'ai pris beaucoup de temps, c'est peut-être trop long, mais pour vous la raconter, c'est toute cette histoire-là de, finalement, un colonialisme de peuplement. C'est ça la spécificité, enfin il y en a eu d'autres dans l'histoire, les États-Unis, l'Australie, etc. Le mouvement sioniste, un colonialisme de peuplement, donc, dont l'objectif est de remplacer la population autochtone. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Souvent on compare avec l'Algérie ou l'Afrique du Sud, il peut y avoir des similarités, mais sur la durée, la vraie comparaison, c'est les États-Unis et l'Australie. Et les aborigènes d'Australie et les Indiens d'Amérique. Voilà, les Palestiniens sont les aborigènes d'Australie et les Indiens d'Amérique, confrontés à une colonisation blanche venue de l'extérieur qui petit à petit ne cherche pas à les exploiter, mais à les remplacer. Et à les mettre dans des réserves. Voilà. Sur le long terme, c'est ça. Et la question qui se pose aujourd'hui, de ce colonialisme de peuplement, qui dans son histoire a oscillé. En Israël, c'est pas gauche ou droite, hein, c'est apartheid ou expulsion. C'est ça les deux pôles de la politique israélienne. Et vous avez des partisans de l'apartheid au Parti travailliste, et des partisans de l'apartheid dans la droite, et puis inversement. C'est-à-dire, et c'est notamment le rapport à l'armée finalement qui fait que vous vous positionnez plutôt dans l'un ou dans l'autre. C'est apartheid et expulsion, les deux pôles. Et la politique israélienne a toujours oscillé entre les deux. Il y a toujours un peu des deux. Mais il y a des moments où il y a plus l'un que l'autre. 47-49, c'était l'expulsion. 67, c'est l'apartheid. Là, en ce moment, on est dans une période où il y a les deux. On expulse les gens de Jérusalem, de la vallée du Jourdain, etc. Et on maintient des structures discriminatoires, etc. L'histoire longue, entre guillemets, c'est celle-ci. Et le problème auquel l'État d'Israël a été confronté, c'est que, contrairement aux aborigènes d'Australie ou aux Indiens d'Amérique, les Palestiniens n'ont pas disparu ou ne sont pas réduits à quelques centaines, etc. Ils sont toujours là, et tout le problème de l'État d'Israël, c'est comment gérer cette population. Et la solution, entre guillemets, qui avait été trouvée avec Oslo, c'était, pour les gérer, on va coopter une partie de leur direction, qui vont gérer les réserves palestiniennes, quoi, ou les Bantoustans, comme vous voulez. On va coopter une partie de la direction, et elle va s'occuper de ça, et avec ça, on va stabiliser la situation. Sauf que ça n'a pas fonctionné, et que depuis 2007, on est dans cette situation donc, très particulière, où les réserves existent, le dispositif administratif, politique, économique pour les gérer existe, mais il ne fonctionne plus. Mais on maintient quand même le dispositif et les réserves. Ce qui fait que petit à petit, et c'est ça qui arrive depuis le mois de septembre, là, de manière particulièrement visible, les réserves, entre guillemets, débordent. Voilà, les réserves débordent parce que la machine ne fonctionne pas. Les réserves débordent, et les jeunes Palestiniens de Jérusalem
qui ont été les premiers avec les couteaux, les machins, etc., à repartir, entre guillemets, au combat, sont l'expression de ce débordement des réserves. C'est-à-dire, à Jérusalem-Est, aujourd'hui, 85% des moins de 18 ans vivent sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire, voilà, vous ne pouvez pas faire fonctionner ce système tel qu'il a été conçu, et on est à moitié rentré dans une nouvelle période, mais où il reste des bouts de l'ancienne. C'est les trucs de Gramsci sur la crise, voilà, quand l'ancien n'est pas complètement mort, que le nouveau n'arrive pas à naître, et entre les deux, il peut y avoir des monstres. Et ben, on est juste là-dedans en ce moment, et finalement, on est dans l'entrée dans quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, mais ce qui est certain, c'est que cette histoire longue, elle n'est pas finie, elle a connu des évolutions, elle va en connaître des nouvelles, et on peut tout à fait, dans les années qui viennent, être surpris par l'accélération des choses. Ils peuvent revenir à l'apartheid assumé. Ils peuvent le faire. Vu la gueule du gouvernement israélien, ça les dérangerait pas. Ils peuvent de nouveau théoriser l'expulsion de masse. Ils peuvent le faire. Vu la gueule du gouvernement israélien, c'est pareil, ça les dérangerait pas. Mais disons que la Palestine est aujourd'hui dans une situation qui est le produit de cette histoire de long terme, mais qui est surtout dans un moment très particulier. Voilà, un moment très particulier qu'on ne peut comprendre qu'à la lumière de cette histoire-là, mais dont on ne peut comprendre les développements que si, comment dire, on ne fait pas abstraction de l'histoire longue, mais on est attentif à ce qui se passe aussi dans l'actualité, parce que les choses bougent très vite, et c'est très facile de trouver des dates après, et de dire, voilà, 1117, machin, 47, 67, 87, blablabla, mais ça on peut le faire après. Mais peut-être que dans 10 ans, quand on fera des formations sur la Palestine, on dira, 2016, alors ça fait chier parce que c'est en 6, mais voilà, mais peut-être on dira 2015, 2016 ou 2017, ça a été le début de quelque chose. Moi je pense sincèrement ça, mais je sais pas le début de quoi, par contre. Je me tais pour toujours. Merci. Non mais ça peut être 2007. Pour l'explication. Du coup,